Il existe aujourd'hui vraiment une tonne de plateformes de diffusion web et je pense que c'est très nécessaire de les connaître et de savoir leur public, leurs forces, leurs faiblesses pour pouvoir vraiment bénéficier de la diffusion de sa musique maintenant. La plus importante qui se distingue, je pense, de plus en plus de ses concurrents est bien sûr Spotify. Spotify, c'est devenu vraiment la plateforme où plusieurs gens écoutent leur musique préférée, bien sûr, mais aussi découvrent des nouveaux artistes et de nouvelles musiques aussi. En particulier, les playlists découvertes de Spotify sont devenues un moyen de faire découvrir des artistes comme le ferait une bonne critique dans un journal ou un blog dans le passé. Par contre, il y a tellement de musique sur Spotify que ça peut être difficile de se faire découvrir. Et en plus, les revenus offerts pour chaque écoute de votre musique ne sont pas très élevés. C'est donc avant tout un moyen de se faire découvrir, mais comme toujours, c'est jamais facile de transformer des auditeurs potentiels dans les auditeurs réels. Mais il existe vraiment plusieurs autres plateformes à part Spotify et vraiment chaque grande entreprise technologique propose leur même modèle. Par exemple, Apple Music, Google, Amazon. Il y a aussi Tidal et Deezer qu'il ne faut pas oublier non plus. Les revenus des artistes varient aussi selon la plateforme. Je sais que Tidal offre des revenus un peu plus élevés que Spotify. Et en fait, c'était un grand élément clé de sa stratégie de marque lors du lancement de la plateforme. Pour chaque plateforme, c'est assez difficile de faire des grands revenus sans un public déjà établi. Il existe également des plateformes orientées vers des styles de musique spécifiques. Par exemple, il y a Idagio et Primephonic pour la musique classique. Il y a aussi Jazzed pour aucune surprise, la musique jazz. L'intérêt principal d'une telle plateforme spécialisée, c'est que les auditeurs n'ont pas à trier beaucoup de musique qui ne les intéresse pas, ainsi que des contenus exclusifs. Mais vraiment, pour chaque grande plateforme comme Spotify, il y a beaucoup de musique de chaque style disponible. Donc, ce n'est pas exactement nécessaire d'aller trouver une autre plateforme comme Jazz, par exemple. Certains auditeurs utilisent plusieurs de ces plateformes, mais la plupart choisissent peut-être une ou deux sur la base de quelques décisions spécifiques par rapport au prix, bien sûr, la variété de musique disponible, la qualité de l'audio, la musique exclusive en plus, et aussi la compatibilité et l'intégration avec un téléphone, une tablette, etc. En tant qu'artiste, vous pouvez bien sûr concentrer sur juste une ou deux des plateformes comme Spotify, mais vous pouvez aussi soumettre votre musique à chacune des grandes plateformes, mais c'est sûr que ça nécessite beaucoup de votre travail pour soumettre la musique. Il y a aussi des services qui le feront pour vous, mais bien sûr, ces services ne sont pas offerts gratuitement. Il existe d'autres plateformes plus hybrides, je dirais. Je pense spécifiquement à Bandcamp, qui offre la diffusion de la musique, mais aussi le téléchargement et la possibilité de vendre des copies physiques de votre musique aussi. Bien sûr, la diffusion, ce n'est pas seulement pour l'audio. Il existe encore plus de plateformes pour la vidéo aussi. Je pense que YouTube, c'est surtout le plus important. Et peut-être après Spotify, c'est l'une des façons les plus importantes pour les écouteurs de trouver de la nouvelle musique et de trouver leurs artistes préférés. Il y a aussi TikTok, qui est peut-être plus un réseau social, mais c'est devenu plus en plus la meilleure façon de vraiment connecter avec un public jeune avec votre musique.
Les principales plateformes vidéo sont généralement celles qui sont destinées au grand public, mais il existe aussi des plateformes qui sont conçues spécifiquement pour la musique. En premier, je pense à Medici.tv, qui offre des enregistrements des concerts, en plus des performances en direct. Et même dans les derniers mois, il y a aussi earlymusic.tv aussi. Une petite plateforme conçue spécifiquement pour la musique n'a peut-être pas la même base d'utilisateurs que YouTube ou la même reconnaissance de marque, mais ça peut être plus facile pour un public de trouver votre musique juste en naviguant le site, en écoutant la musique similaire. Il y a aussi des plateformes vidéo orientées spécifiquement pour les performances en direct. Pour un public général, je pense à Twitch, mais il y a aussi YouTube, bien sûr tous les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, mais il y a aussi des plateformes conçues spécifiquement pour la musique. Je pense à Stageit ou Street Jelly comme juste deux exemples. Quelle que soit l'approche que vous choisissez, je pense que c'est assez clair que les plateformes de diffusion sont devenues très importantes. Et je pense qu'il faut s'engager avec au moins quelques-uns pour vraiment trouver un public et commencer à générer des revenus. Donc, beaucoup de gens se demandent quand est-ce qu'on doit mettre notre musique en ligne. Alors, la réponse officielle, ça dépend. Il y a plusieurs réponses. Mais je ferai un petit retour sur le passé. Quand j'étais jeune et jolie, on lançait les albums le mardi soir, pour la simple et bonne raison qu'on s'adressait aux gens, mais les gens, eux, regardaient les médias, regardaient les journaux, ils regardaient la télévision, les émissions radio et tout ça. Et pour pouvoir les atteindre, ces gens-là, il fallait parler aux journalistes. Alors, on faisait des lancements le mardi, comme ça pouvait sortir le mercredi et le samedi dans tous les journaux et tout ça. Évidemment, avec l'arrivée du numérique, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et avec l'arrivée de Spotify, ils ont commencé à faire la loi à leur manière. Et est arrivée la playlist du vendredi, cette fameuse playlist-là où on pouvait découvrir avant tout le monde les nouveautés d'albums qui pourraient nous intéresser, etc. Et pourquoi le vendredi? Spotify a pensé que la disponibilité ou l'attention des gens était plus apte à écouter la musique la fin de semaine. Donc, pour ces raisons-là, aujourd'hui, si on veut sortir de la musique, c'est le vendredi. Alors, on voit que ça change parce que les habitudes de consommation ont changé. On est passé de la vente d'albums à la consommation par streaming. Maintenant, est-ce qu'il y a des meilleurs moments pour pouvoir publier une chanson sur Internet? Et la réponse, c'est est-ce que vous connaissez à qui ça s'adresse? Ça dépend à qui ça s'adresse. Donc, si vous pensez à des Français, dites-vous qu'eux, ça se peut, si vous le faites à 5 heures le soir, ça se peut qu'ils s'en aillent faire dodo. Donc, leur attention n'est pas là. Si vous décidez de le faire le matin, ça se peut qu'il y ait des gens à Vancouver qui dorment pendant que vous le faites. Donc, ça dépend vraiment à qui vous vous adressez et pour maximiser énormément l'engagement de vos fans par rapport à la musique, il faut penser à ça. Donc, posez-vous la question à savoir à qui je m'adresse et où il se situe dans le globe et dans son cycle personnel dans la journée. Donc, il y a des moments où est-ce qu'il va y avoir des meilleurs taux d'engagement et donc des meilleurs rayonnements. Pour ça, il faut faire des tests et il faut surtout s'intéresser aux statistiques, voir qu'est-ce qui offre le plus d'écoute ou le plus de likes, etc. Autre chose aussi à prendre en considération, c'est que pour pouvoir lancer une chanson et qu'elle puisse vraiment être tenue en considération par les grandes plateformes de ce monde comme Apple Music, Spotify, etc., il y a une mise en place d'environ 5 à 6 semaines qui est nécessaire, qu'il faut prévoir pour pouvoir justement apparaître dans la fameuse playlist du vendredi. Maintenant, la question, est-ce que je dois mettre ma musique sur Spotify, sur mon site? Est-ce que je dois la mettre sur Bandcamp, sur SoundCloud? La réponse officielle, c'est qu'il faut la mettre partout. Pourquoi? C'est parce qu'il faut s'intéresser
au comportement de notre fan. Donc, moi, personnellement, j'aime ça écouter la musique sur Spotify, mais j'ai des amis en France qui préfèrent utiliser Deezer. Certaines autres personnes préfèrent fouiller sur SoundCloud les petites nouveautés, etc. D'autres personnes préfèrent aller sur Bandcamp et payer, par exemple, pour le prix qu'ils veulent et plus, avec un minimum. Donc, il y a plusieurs habitudes de consommation, il y a plusieurs besoins chez nos fans. Puis pour cette raison-là, il faut que notre musique soit partout. Maintenant, il faut aussi tenir compte d'une autre chose, c'est que parfois, il y a des stratégies à adopter pour limiter, je dirais, ou prioriser certaines plateformes avant d'autres. Exemple, c'est possible avec Apple Music de faire des précommandes, donc des versions de notre album avec des bonus tracks qui sont juste disponibles aux gens d'Apple, mais c'est conditionnel à ce que les gens préachètent l'album avant la sortie, etc. Donc, dans certains cas, si vous faites ça, vous donnez l'exclusivité à Apple pendant un mois avant le lancement, pendant une semaine avant le lancement, etc. Il faut tenir compte de ça. Si vous donnez l'exclusivité à une plateforme, nécessairement, ça veut dire que vous ne pouvez pas le mettre sur votre site pendant la même période. Donc, il faut tenir compte de ces possibilités-là. Mais la réponse, c'est qu'une fois que vous avez joué avec les primeurs, les exclusivités et tout ça, au final, il faut que cette musique-là soit disponible partout, sur son site, sur les plateformes d'écoute en streaming, sur les plateformes d'écoute en téléchargement, même si les gens téléchargent de moins en moins et écoutent de plus en plus de streaming, il y a encore des gens qui téléchargent. Donc, il faut juste s'intéresser aux besoins des fans. Là où ils sont, il faut être là. Mais certainement, n'oubliez jamais votre site. Parce que Google s'intéresse beaucoup à ce qui se trouve sur votre site. Votre nom de domaine à vous, .com ou whatever, ça, c'est l'information sacrée pour Google. Et si vous voulez sortir premier dans les moteurs de recherche, dites-vous que si votre chanson existe sur Spotify, le nom de cette chanson-là, la durée, la possibilité de l'écouter devrait être aussi sur votre site. Parce que ça nourrit les moteurs de recherche et ça vous fait sortir beaucoup mieux. Donc, vous êtes un artiste indépendant et vous voulez vous faire connaître de plus en plus. Une des bonnes manières de se faire connaître et surtout aller chercher un public plus large et avoir plus de crédibilité, c'est d'avoir des sites qui vont être des sites qui commissionnent ou qui, dans leur propre politique éditoriale, vont mettre en avant des artistes du même type de musique que vous. Et ça va vous permettre d'avoir une crédibilité comme artiste qui va augmenter et qui va aller chercher plus de public. Il y a plusieurs années, 10, 20 ans, on voulait aller chercher une maison de disques qui souvent avait cette réputation-là et donc il y avait un public qui écoutait, qui regardait religieusement les sorties de cette maison de disques-là pour pouvoir découvrir des nouveaux talents. Puisqu'il y a de plus en plus d'artistes indépendants, de moins en moins de maisons de disques, bien, à ce moment-là, c'est une bonne façon de s'associer avec des sites qui ont une politique éditoriale ou qui mettent de l'avant certains types de musique et qui ont une grande crédibilité pour vous permettre d'aller chercher un public plus large, que ce soit au niveau des spectacles, avec certaines plateformes spécifiques pour des spectacles dans vos types de musique spécifiques, et ou sinon au niveau des plateformes de musique en ligne où vous avez des listes éditoriales mises de l'avant et donc qui ont le même effet au final pour aller chercher plus de gens qui vont connaître votre musique. Donc, même si vous visez essentiellement à travailler avec des sites qui ont cette crédibilité ou des partenaires web qui ont cette crédibilité-là, il ne faut pas quand même ignorer tous les autres types de visibilité que vous pouvez avoir en ligne, même si elles ne sont pas de la même notoriété et qu'elles n'ont pas le même degré de crédibilité au niveau des publics. Vous pouvez aller chercher quand même un public de qualité un peu partout. Souvent, on me demande « Hey, baby, qu'est-ce que c'est des baby? »
chose à laquelle on ne peut pas vraiment répondre facilement sans expliquer 2-3 choses avant. La première, c'est que pour que votre musique soit sur une plateforme d'écoute comme Apple Music, Spotify, etc., il faut qu'elle ait été transportée jusque-là. Et ces plateformes-là, ils ne veulent pas parler à 60 millions d'artistes. Donc, ils parlent à des distributeurs. Et ces distributeurs-là, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils représentent plein de musiques qui appartiennent aux labels, donc les maisons de disques. Et les distributeurs ne veulent pas parler à 60 millions d'artistes, ils parlent à des labels qui, eux, représentent des artistes. Donc, dans ce contexte-là, le distributeur qui est juste avant la plateforme de diffusion, lui, qui parle juste au label d'habitude, bien, parfois, il y a des nouveaux joueurs qui sont venus au fil du temps qui se sont dit « Nous, on va parler aux artistes directement ». Alors, ce sont des distributeurs directs qui représentent directement les artistes autoproduits qui n'ont pas nécessairement de maison de disques. Alors, qu'est-ce que c'est DBB? C'est comme TuneCore, comme Lander, comme DistroKid. Et si vous voulez en savoir plus, il y a un super article d'un gars qui s'appelle Ari, donc A-R-I, Ari's Take, qui fait un super, vous allez probablement voir ça là, dans les métadonnées de cette vidéo, qui fait une super étude comparative de l'ensemble des distributeurs qui s'adressent aux artistes autoproduits. Donc, je sais que CDBaby, TuneCore, DistroKid, par exemple, on paye tant pour pouvoir distribuer notre musique. Donc, c'est à la carte. On paye, par exemple, 50 $ pour pouvoir distribuer notre album. Et notre album est amené sur 290, 300, 400 plateformes. Et donc, c'est à votre choix. Vous décidez, par exemple, à quel moment vous sortez votre musique, sur quelle plateforme, sur quel territoire, etc. C'est, entre autres, ce qu'est CDBaby et plein d'autres. Alors, je vous invite vraiment à aller voir l'article de Ari. C'est vraiment fondamentalement super intéressant. On peut tout voir, toutes les caractéristiques, toutes les fonctionnalités de tous les distributeurs qui s'adressent à vous. Et là, bien, vous allez avoir l'embarras du choix. Il n'y a pas que CDBaby. Le référencement, ou ce qu'on appelle l'optimisation pour les moteurs de recherche, c'est toutes les façons de vraiment d'optimiser la découvrabilité de votre contenu en ligne. Par exemple, la vidéo, la musique, même le texte. Et c'est vraiment la façon d'aider à vous faire découvrir sur les moteurs de recherche comme Google. Je pense que l'importance du référencement est assez évidente. Quand quelqu'un recherche votre nom, c'est important que vous serez entre les premiers résultats et non quelqu'un qui a le même nom de vous. Mais c'est aussi un peu plus compliqué que ça. Si quelqu'un recherche des musiciens qui habitent dans votre ville, des musiciens qui jouent le même style ou le même instrument que vous voulez vous assurer d'être parmi ces résultats aussi. Les moteurs de recherche trouvent le contenu vraiment de deux façons, avec le contenu comme le texte qui se trouve sur votre site, mais aussi par les métadonnées qui se trouvent sous la surface de votre site Web. Vous pouvez donc améliorer le référencement de votre site Web en incluant des phrases et des mots de façon organique dans le texte de votre site Web, mais aussi par les métadonnées, par inclure les bons mots qui décrivent le contenu de votre site. Les métadonnées, c'est vraiment les données qui décrivent les autres données, donc ce qui se trouve sur votre site. Vous pouvez bien sûr le faire manuellement en écrivant le code vous-même, mais il existe plusieurs bons outils de conception web comme Squarespace ou Wix qui vous offrent des outils pour le faire d'une façon, je pense, assez simple et assez directe. Il existe bien sûr des niveaux d'optimisation pour les moteurs de recherche. C'est une chose, savoir qu'on est censé d'inclure des mots dans les métadonnées de notre site. C'est une autre chose complètement de connaître les bons mots à inclure. Et aussi, on ne peut pas nous contenter juste d'inclure chaque mot dans le dictionnaire parce que les moteurs de recherche vont filtrer les sites avec des métadonnées incohérentes et excessives. Vos stratégies de référencement peuvent devenir assez avancées, mais
il y a une bonne raison pour laquelle certaines personnes sont payées très cher pour le faire ça en tant que leur travail en marketing numérique. Mais je pense qu'il existe beaucoup de ressources en ligne qui peuvent vous aider à faire ça d'une façon assez simple et de vraiment mieux comprendre les concepts fondamentaux. Ça serait une bonne idée de commencer par énumérer des mots-clés qui décrivent ce que vous faites, mais aussi de trouver des mots qui coïncident avec d'autres termes souvent recherchés qui décrivent votre travail aussi. Parlons maintenant de la métadonnée. Qu'est-ce que la métadonnée? En termes geek et scientifiques, la métadonnée, c'est de la donnée qui décrit de la donnée. Mais ça ne vous avance pas plus de savoir ça. Ce que vous devez savoir, c'est que la métadonnée de la musique, c'est l'information qui décrit la musique. Back in the days, il y avait des pochettes et c'était extraordinaire. On pouvait écouter de la musique en regardant la pochette. On découvrait qui a fait quoi, avec quel instrument, dans quel contexte, dans quel studio. Et merci à maman, papa de nous avoir prêté le sous-sol pour pratiquer la musique. C'était la pochette. Avec le numérique, c'est comme si ces informations-là disparaissaient. C'est comme si elles étaient écrites dans le sable et que la montée de la mer digitale était venue wiper out tout. Donc, dans un contexte comme celui-là, comment on fait pour pouvoir nommer les choses, décrire les choses qui se retrouvent dans notre musique, nécessairement en s'assurant que ça ne disparaisse pas? Que ça ne disparaisse pas le jour où vous avez perdu votre Google Doc où se trouve l'information. Que ça ne disparaisse pas le jour où vous ne payez plus avec votre carte de crédit votre serveur où est hébergé votre site Web. Donc, toute cette donnée-là, elle doit rester. La première chose à faire, c'est d'identifier qui a fait quoi. Et donc, à ce titre-là, il y a un super site qui s'appelle metamusic.ca qui nomme l'ensemble des choses à faire, des listes, en fait, la liste d'épicerie des données qui doivent être tenues en compte pour bien identifier qu'est-ce que c'est la musique. C'est comme si vous avez le devoir de votre côté de faire une page Wikipédia par chanson pour pouvoir garder en note qui a fait quoi, avec qui, quand, sur quelle chanson, etc. Cette métadonnée-là, elle est nécessaire et essentielle non seulement pour la découvrabilité de l'œuvre, mais aussi pour la monétisation de l'œuvre. Imaginez, votre chanson joue à quelque part, mais on ne sait pas c'est quoi cette chanson-là, on ne sait pas c'est qui les auteurs, on ne sait pas c'est qui les compositeurs, on ne sait rien de tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas qui payer. Donc, l'information qui décrit votre œuvre, aujourd'hui, elle est nécessaire. C'est ça, de la métadonnée. Ce qu'il faut rajouter, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que présentement, il n'y a pas énormément d'interfaces qui existent pour pouvoir vous permettre de nommer qui a fait quoi, où, quand, avec qui, etc. Mais par contre, de plus en plus, les plateformes sont, sont au fait de l'importance de permettre aux artistes de bien documenter leurs œuvres. Et de plus en plus, vous allez voir ça, ces lieux-là où vous allez pouvoir documenter vos œuvres. Les choses certaines, faites-le pour vous. Faites-le pour vous pour garder note de ce qui se passe. Parce que quand va venir le temps de distribuer votre musique, on va vous poser ces questions-là. Et ça se peut que vous ne rappeliez plus quel était le nom de la personne qui a fait la prise de son au chalet de Jonathan à Saint-Clinclin des Meumeux. Donc, prenez note de tout ça, c'est important. Faites à semblant que la pochette existe encore. Et le jour où on va vous demander ces informations-là, bien, vous les aurez. J'en profite pour dire que de mon côté, je travaille sur une plateforme avec mes collègues qui s'appelle Smart Split, où il sera possible aussi de nommer toutes ces choses-là. Un beau grand formulaire qu'on vous offre à remplir pour vous permettre éventuellement de décrire qui a fait quoi, avec qui, quand, dans quel contexte, avec quel instrument, etc. Et donc, l'objectif, c'est d'aider les gens à le faire, à décrire les œuvres qui se retrouvent. C'est ça de la métadonnée, c'est la donnée descriptive de la chanson. Est-ce que vous devez créer une entrée Wikidata? Oui, mais ça dépend. Il y a d'autres choses peut-être comme un profil Facebook, les plateformes de diffusion, peut-être un site web professionnel que vous deviez privilégier. Wikidata, c'est un très bon outil pour augmenter votre découvrabilité,
mais c'est sûr qu'il va falloir du contenu déjà en ligne pour que ça vraiment vaille la peine. Aussi, il faut admettre que la courbe d'apprentissage pour le Wikidata est légèrement plus abrupte comparativement à d'autres méthodes d'augmenter son découvrabilité, mais je pense que si vous êtes prêt à y consacrer le temps, ça peut être un outil très, très utile pour vous d'augmenter votre présence en ligne. En fait, il existe de nombreuses ressources en ligne qui peuvent vous aider à apprendre les aspects fondamentaux du Wikidata. Je pense surtout à une série de webinaires qui étaient offerts par Kapakoa et le Conseil québécois du théâtre. Je pense que le dernier webinaire va terminer en mars de 2021, mais vous pouvez aussi vous rattraper sur les sessions que vous avez manquées. Ça commence avec des leçons assez fondamentaux, puis ça va à des classes plus avancées, respectivement, en particulier aux arts de la scène. Et je trouve que c'est un très bon point de départ. Et c'est aussi offert en français et en anglais. Qu'est-ce qu'un code ISRC? ISRC, ça veut dire International Standard Recording Code. Et ça, c'est comme le numéro d'assurance sociale d'une chanson enregistrée. Toutes les chansons qu'on entend qui sont enregistrées portent un code ISRC. En fait, peut-être pas les vôtres, peut-être pas encore, mais ça se peut que vous en ayez besoin pour pouvoir recevoir les sous liés aux usages. Donc, les gens qui écoutent, qui génèrent des streams, etc. Pour que les sous viennent jusque chez vous, bien, il faut être capable d'identifier quelle chanson a été jouée, donc ça passe par le code ISRC. Pour obtenir un code ISRC, c'est super simple en fait. Soit que vous passez par des plateformes de distribution en ligne, et si vous dites que vous n'en avez pas, bien, ils vont vous en créer un pour vous. Mais en portant leur code de premier propriétaire. Quand on parle de code de premier propriétaire, ça veut dire que le préfixe du code ISRC commence toujours par les lettres du pays du propriétaire. Donc ici, on est au Canada, donc c'est CA. Ensuite de ça, le code unique du propriétaire, qui peut être par exemple E86. Ensuite de ça, l'année où la chanson elle est lancée, donc elle est publiée. Et les 5 derniers chiffres, bien, c'est à peu près n'importe quoi. C'est géré comme vous voulez. C'est un numéro séquentiel. Et donc, le code de premier propriétaire peut vous être décerné automatiquement sur une plateforme de distribution. Pour obtenir votre code ISRC, votre code de premier propriétaire, vous pouvez contacter la SOPROC. Et la SOPROC va vous donner votre petit bout de code à vous qui va vous permettre de générer vous-même vos propres codes ISRC par chanson enregistrée. Et donc, une fois que vous avez généré votre code, vous le mentionnez à votre distributeur, vous l'indiquez dans le champ de votre auto-distributeur, si vous voulez, comme CD Baby, TuneCore, etc. Et votre musique va porter cet enregistrement-là, en fait, ce code-là, jusqu'au lieu de diffusion. C'est là que l'argent se crée et donc l'argent est redistribué vers vous parce que ce petit code-là existe. Donc, c'est fondamental. Pas de code ISRC, pas d'argent. C'est simple de même. Et ceci dit, il n'y a pas que le code ISRC, il y a aussi le code ISWC, qui lui est le code qui concerne l'œuvre. Donc, si vous faites une interprétation de Stairway to Heaven de Led Zeppelin, vous n'avez pas inventé l'œuvre originale, vous l'avez juste interprétée sur votre enregistrement sonore à vous. Et ça, c'est un cover, hein? C'est une interprétation. Et donc, vous êtes en train de créer un nouveau code ISRC contenant une œuvre qui a été inventée par quelqu'un d'autre. Et cette œuvre-là, c'est le ISWC, International Standard Work Code. Avez-vous besoin d'un
profil Facebook, un site web ou une autre plateforme comme ça, pour la plupart des artistes, ma réponse est une grande oui. Je pense que dans le passé, ce n'était pas si nécessaire pour un artiste qui avait du succès sur la scène locale, mais je pense que la COVID-19 démontre que cette approche est devenue de plus en plus risquée. Mais il faut se demander aussi lesquels est-ce que je devrais choisir et combien d'entre eux. Et c'est sûr que chaque plateforme représente une opportunité de joindre un nouveau public, mais il faut procéder de façon stratégique. Votre temps est limité, vos ressources sont limitées, donc il faut limiter votre approche à juste quelques plateformes, à moins que vous pouvez payer quelqu'un pour le faire pour vous. Il faut également vous assurer que vos sites web, vos plateformes sont mis à jour de façon assez régulière. Un site web qui n'a pas été mis à jour depuis un bon bout peut donner la fausse impression que vous n'êtes plus actif et en fait, ça peut vous coûter des écouteurs. Pour votre site web, assurez-vous que toutes vos activités récentes sont incluses pour que les gens puissent voir ce que vous venez de faire et ce que vous avez à venir. Et assurez-vous aussi que votre biographie d'artiste est mise à jour aussi. Il est donc préférable de se concentrer sur le nombre de plateformes ou de sites que vous pensez que vous pouvez gérer vous-même et essayer d'en tirer le maximum. Certaines plateformes nécessitent d'être mises à jour presque quotidiennement. Je pense spécifiquement à Instagram. Instagram va assez vite, donc il vous faut assez de contenu pour vos abonnés pour qu'il ou elle ne vous oublie pas. Pour les plateformes de vidéo comme YouTube ou Vimeo, c'est sûr que la production du contenu vidéo prend plus de temps, donc je pense que c'est nécessaire de partager quelque chose plus vers une semaine ou deux. Il faut également vous assurer que le type de contenu que vous partagez est approprié pour chaque plateforme parce que ce qui fonctionne bien sur un Facebook ne fonctionne pas autant bien sur un Instagram et vice-versa. Alors, il faut savoir les forces de chaque plateforme pour vraiment en tirer le maximum pour vous. Quelle que soit votre approche, je pense que c'est important de se rappeler qu'il faut augmenter son public sur ses profils de façon organique, d'amener vos abonnés à s'engager avec votre contenu de façon organique. Et c'est sûr que ce processus peut être assez lent, mais il faut vraiment se rappeler que c'est mieux d'avoir 10 abonnés qui aiment vraiment ce que vous faites, qui sont passionnés pour votre travail, au lieu d'avoir 100 abonnés qui viennent de cliquer like sur votre page juste dans l'espoir que vous le feriez sur leur page après. To get consent to add someone to your email list, you need to expressly ask for permission. The Canada Anti-Spam legislation dictates that when sending emails for a business purpose, you need to clearly state who the email is from or who it is being sent on behalf of, how the person you're sending it to can contact who has sent the email, and how they can unsubscribe to your email list. The best way to get consent to add someone to your email list, if you have a website, if you have a form, have them check a box that says, yes, I consent to receiving emails from your business. Or if you're at a live event, you could have a sign-up sheet where they are expressly providing their name and email address. Comment faire pour placer ma musique dans des jeux vidéo, dans des films, dans des séries télé? Ça fait plusieurs années que je travaille dans ce milieu-là. Je connais des dizaines et des dizaines de compositeurs ou d'interprètes et je ne connais personne qui a un parcours similaire. Il y a autant d'histoires qu'il y a de personnes. C'est un impossible mélange entre énormément de travail, énormément de talent, énormément de contacts et de démarchage, puis une espèce d'alignement d'astres
de chance qui fait partie du processus aussi, je pense. C'est certain que d'être en contact avec les superviseurs musicaux, de s'abonner aux infolettres, de savoir c'est quoi les projets qu'il y a dans l'industrie, de traîner dans les événements de l'industrie qui t'intéressent, de développer ton cercle de contact, c'est sûr que c'est nécessaire, c'est essentiel, mais je pense qu'il faut aussi que ton nom circule, que ta musique vive, puis pour ça, il faut que tu sois intègre puis que tu fasses ce qui t'allume, tout simplement. Après, c'est un peu une question de magie, là, va falloir que tu rencontres la bonne personne au bon moment. Ça demande du travail, ça aboutit, ça va arriver par le travail que tu vas avoir fait, mais il y a aussi une question de magie à ce moment-là, de tomber sur la bonne personne au bon moment. C'est donc beaucoup tes contacts, mais aussi ton cercle social. Les gens autour de toi, que ce soit ton manager, ton éditeur, ton label, que tu t'entoures de gens en qui tu as confiance, qui t'inspirent, mais qui sont inspirés par toi aussi, qui vont te pousser, puis qui vont t'aider, puis qui vont te supporter. Puis tous ces réseaux de contacts-là ensemble, à un moment donné, tu vas tomber sur la bonne personne au bon moment. Puis tu vas avoir un projet, puis tu vas en avoir 2, puis tu vas en avoir 15 peut-être, si tu es chanceux. Ça peut être une bonne idée de joindre certains catalogues en ligne. Ça peut être une bonne entrée en matière. Je pense que c'est important de bien regarder leur champ d'activité, de poser des questions, de voir si ça correspond à tes valeurs aussi. Ça peut aussi être une bonne idée d'accepter certains projets qui seront peut-être moins payants a priori, mais dont la valeur artistique, créative va avoir un sens pour toi. Je pense que c'est important de mettre des limites aussi dans ce que tu veux puis dans ce que tu es prêt à faire pour que ça corresponde à tes valeurs puis que tu sois à l'aise avec les projets auxquels tu contribues. Alors, la grande question, quelle est la différence entre 0,7 sous par stream et 0? Donc, doit-on rendre cette musique disponible gratuitement ou doit-on essayer d'aller chercher des revenus à travers tout ça? Et c'est une grande question. Et il faut se poser cette question-là parce que parfois, dans certains cas, ça peut être très payant de ne pas vouloir monnayer sa musique. Mais dans certains autres cas, abandonner l'idée de monnayer la musique, ça peut être une grosse perte d'argent. Mon point de vue par rapport à ça, c'est que la musique vaut le nombre d'oreilles qui l'écoutent. Donc, évidemment, de la musique qui sort de nulle part, qui n'a jamais été entendue, qui n'a pas un fan base, qui n'a pas une certaine traction dans le marché, peut valoir la peine d'être mise à disposition de manière gratuite. Bon, quelles sont ces plateformes-là? On a Bandcamp, on a SoundCloud. Il y a différents endroits. Il y a même librairie de musique libre de droit dans YouTube. Donc, évidemment, quand on prend cette décision-là, on prend une décision un peu comme quand à la pharmacie, on vous vend des palettes de chocolat à 5 pour 3 $. C'est un loss leader. C'est une technique de produit d'appel. Ça veut dire que vous abandonnez l'idée de faire des sous avec ce contenu-là parce que vous voulez gagner en notoriété. Vient un moment où cette stratégie-là doit s'arrêter aussi parce que vous devez vivre. Donc, l'équilibre entre monétiser sa musique et se faire connaître doit quand même être tenu en compte. Pour ma part, dans mon passé, j'ai expérimenté avec la musique de Mister Valère. On a donné 68 000 fois dans 58 pays différents l'album Friday Night. Et résultat, ça nous a permis d'aller chercher énormément d'actifs relationnels. Et ça, dans notre cas, ça valait beaucoup plus que l'argent, ou le 0,7 sous par stream, ou même le 1 $ par MP3 vendu. Pour la simple et bonne raison que ça nous a permis de savoir qui aime la musique de Mister Valère, dans quel pays, à quel moment. Ça nous a permis de communiquer directement avec ces gens-là et ça nous a surtout permis de remplir le bateau fort à Paris en un envoi courriel 5 à 7 jours avant l'événement. Donc, si l'objectif, c'est de se connecter avec son fan pour pouvoir aller chercher éventuellement cette relation-là, d'être garant de cette relation-là, remarquez sur Facebook présentement,
vous ne possédez pas la relation avec votre fan. Donc, vous êtes condamné à sortir votre carte de crédit pour booster les posts, pour parler à vos fans. Or, si vous possédez cette relation-là, peut-être qu'à très court terme, le fait que votre musique n'ait pas été vendue vous a coupé de revenus, mais cette technique-là vous permet aussi de vous couper de dépenses, de vous empêcher d'avoir à dépenser pour parler avec vos fans. Et cette technique-là, si elle est utilisée, elle doit se faire dans un plan global. Quand on est rendu Drake et que tout le monde nous connaît, est-ce que donner sa musique, c'est la meilleure stratégie? Certainement pas. Je pense que Drake a tout intérêt à monétiser chacun des streams, chacun des téléchargements. Mais en tant que telle, la différence entre la musique gratuite et la musique payante, elle est si infime. Or, entre 0 et 0,7 sous le stream, parfois, l'idée d'aller chercher la relation, d'aller capturer cette relation-là avec le fan en demandant, par exemple, le courriel, le nom, le lieu, la géolocalisation, tout ça, ça peut valoir beaucoup en termes d'économie de dépenses plus tard. Donc, le profit, c'est souvent les revenus moins les dépenses. Si vous faites très peu de revenus et vous avez beaucoup de dépenses pour parler avec vos fans, donc, vous voyez, il y a quelque chose, il y a une réflexion à avoir de ce côté-là. Maintenant, une stratégie entre tout donner et tout vendre peut être celle aussi de pouvoir offrir à son fan la chance de pouvoir payer ce qu'il veut pour la musique. Évidemment, ça vaut beaucoup plus dans un contexte de téléchargement d'MP3 qui est de moins en moins à la mode. Les gens sont beaucoup plus du côté du streaming. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui payent pour la musique pour encourager l'artiste, donc qui achètent un vinyle parce qu'ils aiment bien l'expérience, bien sûr, qui achètent encore les CD à la table des produits dérivés, mais c'est pour encourager l'artiste. Or, si les fans le font pour encourager l'artiste, pourquoi faudrait-il qu'ils achètent une plaquette en plastique qui a coûté des sous à produire, qui a coûté des sous probablement aussi pour les racheter aux distributeurs pour pouvoir les vendre à la table des produits dérivés, etc. Et donc, c'est comme de travestir un geste pour le fan, de vouloir aider l'artiste. On achète quelque chose qu'on n'a pas nécessairement besoin parce qu'au final, on va le mettre sur la tablette et puis on va écouter ça sur Spotify ou en streaming. Donc, une des manières de pouvoir réussir à aller chercher les sous chez ses fans lorsque leur désir est réellement d'aider l'artiste, c'est carrément de leur demander s'ils veulent faire un don. Donc, la logique du « pay what you want », donc « name the price », d'offrir aux gens ce qu'ils veulent payer, par exemple, sur Bandcamp. La logique aussi de permettre aux fans de s'abonner à l'artiste, donc à soi-même, pour un certain montant mensuel payé. C'est une forme de don où est-ce qu'on peut récompenser le fan en lui offrant toutes sortes de goodies, d'événements, de primeurs, d'exclusivité. Donc, c'est une belle manière de répondre à ce besoin-là chez le fan qui, dans le 2/3 des cas, selon les recherches que j'ai faites dans le passé, a ce besoin-là d'aider l'artiste et plus que répondre à la question « si je donne des sous à l'artiste, what's in it for me? » Alors, donc, pourquoi ne pas exploiter chez ses fans le désir fondamental de prendre part à l'évolution de la carrière en leur permettant d'utiliser des plateformes qui permettent de payer par mois. Une des plateformes qui permet de faire ça, qui me vient en tête, l'une des premières, c'est Patreon, qui permet de faire ce genre de truc-là. Mais vous pouvez le faire aussi vous-même, si vous voulez, avec en faisant du bricolage web. Je sais que Squarespace permet de faire des sites web. Memberspace est un plugin qui permet de pouvoir restreindre l'accès à certaines pages du site à quiconque est membre et a payé tel plan, c'est-à-dire temps par mois, une fois, tel prix, etc. Donc, il y a plusieurs possibilités qui existent sur Internet pour faire du bricolage web en ce sens-là. Maintenant, si on regarde un peu les modèles d'abonnement, il faut se demander si on est prêt à participer à ça en tant qu'artiste. Donc, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce qu'on aime faire dans la vie, c'est du contenu? Auquel cas, si on promet aux gens qui nous soutiennent à raison de X, Y, Z par mois, de nous encourager et qu'on leur promet des contenus en échange, par exemple des chansons et tout ça, il faut être prêt à livrer la contrepartie. Donc, c'est des voies qui sont vraiment à explorer, mais si on va dans cette direction-là, il faut aussi comprendre qu'il y a une certaine maîtrise de l'environnement technique qui doit être fait.
toute la dimension du paiement, le lieu de diffusion, tout le webcasting, donc la diffusion live, les outils qu'on peut utiliser comme Vimeo, etc. Donc, il faut s'intéresser à ces aspects-là nécessairement. Ça nécessite qu'en tant qu'artiste, on soit aussi, qu'on devienne un peu des petits geeks de la technique. En musique, il y a 3 niveaux de droit. Le premier droit, c'est le droit qui est lié à la composition, donc à l'œuvre elle-même. Donc, parole, musique. Et souvent, on va parler de cette portion-là comme étant la portion éditoriale ou celle des droits d'auteur. Le deuxième niveau de droit, c'est celui de la bande maîtresse. Donc, à partir de la bande maîtresse, c'est vraiment la portion payante du studio, des artistes en studio. Donc, c'est vraiment l'enregistrement sonore lui-même, les ingénieurs de son, etc. Et la personne qui a payé pour tout ça, normalement, c'est cette personne-là ou cette compagnie-là qui a les droits sur l'enregistrement lui-même. Puis, on a la portion droit de performance, si on peut dire. Donc, la partie interprétation, qui est liée aux artistes-interprètes, que ce soit chanteurs ou musiciens. Donc, chacun de ces droits est représenté souvent par une société de gestion de droits collectif, que ce soit la partie de la composition, la partie de l'enregistrement sonore, donc de la production elle-même, ou de la partie, celle pour les artistes-interprètes, que ce soit les musiciens ou les chanteurs. Donc, Music Data Exchange, essentiellement, c'est l'alliance entre 2 sociétés de gestion de droits, une canadienne, une américaine. Donc, la première est CMRRA, qui est une société de gestion de droits liée à la composition et qui est au Canada. Et la deuxième, qui est Sound Exchange, qui est une société de gestion de droits qui est vraiment axée sur les droits des producteurs, donc la production de l'enregistrement sonore, et des artistes-interprètes eux-mêmes. L'objectif de Music Data Exchange, c'est vraiment de pouvoir lier, en fait, l'œuvre, donc la composition, et la portion enregistrement sonore. Donc, pour un enregistrement sonore, il y a nécessairement une œuvre qui est enregistrée. Par contre, l'œuvre peut exister sur plusieurs enregistrements sonores. Et souvent, l'éditeur n'a pas nécessairement l'information de partout où son œuvre est enregistrée. Et souvent, les personnes et les compagnies qui détiennent l'enregistrement sonore ne savent pas qui est l'éditeur ou le responsable de la composition pour pouvoir payer adéquatement les auteurs-compositeurs pour l'exploitation de leur œuvre sur l'enregistrement sonore. Donc, Music Data Exchange est essentiellement un service de données où un peut aller chercher les données de l'autre et on les lie ensemble pour que, au final, tout le monde ait le maximum d'argent puisque tout le monde a les données importantes pour identifier les auteurs-compositeurs sur chaque enregistrement sonore. Music Data Exchange, c'est une initiative qui est à la fois canadienne et américaine. Il y en a beaucoup d'autres à travers le monde et il y en a plusieurs autres qui risquent d'apparaître même au Canada. Donc, soyez attentifs pour voir l'ensemble de ces initiatives et peut-être éventuellement avoir accès à l'ensemble de ces bases de données pour avoir le maximum d'informations lorsque vous allez soit vous occuper de vos compositions ou de vos enregistrements sonores.